Donc aujourd'hui, lors de notre conversation consciente, j'ai un grand plaisir de souhaiter la bienvenue à Victor Enriquez. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, on va parler de relations publiques conscientes, de lobbyisme conscient. Et Victor va nous démontrer qu'on peut faire du lobbying de façon consciente. C'est vraiment intéressant comment Victor et moi on s'est rencontrés par synchronicité sur Facebook, imaginez. Je suis allé voir une conférence sur glyphosate et il y avait une auteure européenne qui parlait de tout ce qui s'était passé avec Monsanto et j'avais réalisé que c'est pas toutes les relations publiques qui sont conscientes. À ce moment-là, j'avais écrit sur Facebook, est-ce que le lobbying ne serait pas une façon honorable de mentir? Et on a vu un débat, toi et moi. Et, ça m'a fait réagir. Oui, je sais, on a un débat assez chaud, mais on a tous les deux choisi d'explorer dans la conscience qu'est-ce que l'autre personne. Et j'ai eu le goût de t'inviter il y a 2 semaines à venir avec nous. Mais bienvenue. Merci beaucoup d'ailleurs. Merci pour l'invitation. Ouais, on va jaser un peu de conscience, mais aussi de façon de faire des choses, de te fonder ta propre organisation il y a un an, avec le goût de faire les choses de façon différente. C'est ça, Public Stratégie Conseil. Moi, je l'ai fondé parce que je suis un fan de relations publiques, je suis un fan de relations gouvernementales. J'ai fait 15 ans de politique avant, quand j'étais très jeune. Et quand on a décidé de partir de la FEMA, c'est parce qu'on voulait se concentrer sur la réputation des gens. La réputation aujourd'hui a une valeur importante. Les entreprises veulent avoir bonne réputation, mais pour le faire, il faut avoir une communication qui est efficace, qui est transparente. Puis c'est dans ces valeurs-là qu'on a décidé de développer une firme à notre image. Oui. Et l'industrie dans laquelle tu travailles, il y a des bons côtés, des moins bons côtés. Nous, comme citoyens, on regarde ça. Et moi, j'avais un préjugé défavorable des gens qui influencent le gouvernement, entre autres à cause des États-Unis, le NRA, des choses comme ça. Mais au Canada, on fait des choses un peu de façon différente. Et c'est historique d'influencer. Hein? On peut influencer de façon consciente. C'est toujours... l'influence existe tout le temps, mais j'ai beaucoup aimé le fait que tu amènes cette vision qu'on a du lobbying. Oui. Parce que, soyons honnêtes, ça a souvent été le cas. Ça a souvent été ce que les gens pensent. C'est encore beaucoup ce que les gens pensent. Nous, quand on a le cas de SNC, c'est un exemple. Monsanto, c'est un exemple horrible. Ouais. Facebook, récemment aussi, avec une firme qui faisait des choses pas très catholiques. Mais la question, c'est quoi cette job-là et pourquoi est-ce qu'elle peut être bien faite? Puis, nous, tu vois, le slogan qu'on a en relation gouvernementale, c'est l'important, c'est pas qui l'on connaît, mais ce que l'on propose. Moi, j'ai souvent dit, notre rôle, c'est pas de représenter, c'est pas d'influencer l'élu, mais c'est de comprendre ce que l'élu recherche comme objectif pour comprendre ce que l'entreprise veut atteindre comme objectif et faire matcher les deux. Et faire matcher les deux comment? Des fois, c'est en disant à l'entreprise, regardez ce que vous demandez, ça n'a pas de sens. Des fois aussi, c'est de dire, vous, ce que vous me demandez à moi comme consultant, c'est non, je vous prends pas. Parce que c'est ça aussi, avoir une entreprise à l'échelle humaine, c'est être capable de dire non à certains moments. Donc, tout ça. Puis quand on s'est mis à parler de conscience, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une curiosité derrière ça. Il y a le fait de dire, je respecte mes valeurs, je respecte ce que je suis. Et oui, je pense qu'il y a moyen de le faire, mais il faut le faire d'une façon qui est transparente et qui est claire. Mais à la base, le rôle de relationniste, c'est quoi? C'est quoi ça, les relations publiques? On va dire que les relations publiques, tu sais, si tu demandes aux gens ce que je fais dans la vie, ma mère n'est pas encore capable de l'expliquer. Il y a quelque chose. Dans les dernières années, moi, je considère que je suis un protecteur de la réputation de mon client. Alors, moi, ce que je fais, c'est que ma job, c'est de m'assurer que ce que lui veut dire et ce que les gens vont en percevoir, ça fit ensemble. C'est les gens, des fois, la communication, c'est quelque chose de très inné, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très complexe. On a des réseaux sociaux qui vivent de partout, les médias sont en nouvelles continues. Il y a 20 ans, on avait 3 bulletins de nouvelles par jour. Un communiqué faisait la nouvelle pendant la journée complète. Aujourd'hui, un communiqué dure 15 minutes sur la presse.ca. Après ça, le bulletin de nouvelles de midi, boum, ça disparaît. Alors, on a cet enjeu pour les entreprises. La nouvelle est une arrêt commerciale, puis eux, il faut qu'ils se positionnent là-dedans. Donc, comment est-ce qu'on les accompagne pour que le message qu'ils portent corresponde à leurs valeurs, à leur culture d'entreprise, et soit bien compris par les gens aussi, parce que les gens sont bombardés de partout. Pour moi, le rôle d'un relationniste, c'est ce facilitateur entre l'oreille qui écoute et la bouche qui parle. Et toi, dans ta carrière, ça fait longtemps que tu es dans le milieu des relations, tu as fait de la politique. Est-ce que tu as vu une évolution dans ta façon d'être dans ce rôle de relationniste? Complètement. Ouais. Et même, moi, j'ai fait de la politique dans les années, disons, les plus nébuleuses de la politique. J'étais au fédéral, à l'époque des commandites, j'étais au provincial pendant les années 2000. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai entendu beaucoup de choses. Et oui, je pense que moi-même, on parle de conscience ici. Je pense qu'à travers les années et l'expérience, on prend conscience qu'il y a des bonnes façons de faire les choses, puis il y a des mauvaises façons de faire les choses. Il y a des bonnes raisons pour faire les choses et des mauvaises raisons. Il y a au Québec des milliers de personnes qui font de la politique pour les bonnes raisons. Et qui malheureusement, des fois, ont une mauvaise image à cause de 3-4 qui le font pour les mauvaises raisons.
Alors, c'est toujours ça aussi avec lequel il faut gérer. Il faut en être conscient, il faut l'accepter. Mais également, en lobbying, c'est encore pire parce qu'il y a des lobbyistes qui se vantent de faire les choses de la mauvaise façon. Il y a des clients chez nous qui se font appeler en se faisant dire « Ah, tu veux rencontrer un tel, je te charge 25 000, je te le fais rencontrer. » Ben, c'est parce que tu as beau charger 25 000, il y a beau avoir une rencontre. Au lendemain de la rencontre, il ne se passera absolument rien. Et je vous dirais que même les politiciens tombent dans ces pièges-là. Alors, ça, il faut l'éradiquer. La façon de l'éradiquer, c'est d'être transparent. La façon de l'éradiquer, c'est de prendre conscience que c'est pas vrai que par un coup de baguette magique, on va influencer quelqu'un, on va influencer une politique ou un élu. Il y a un processus derrière ça, il y a une réflexion. Puis les gens qui veulent le chemin rapide, ça c'est comme quand tu es jeune. Moi, je viens de Montréal-Nord. Mes parents m'ont toujours dit, Vic, il y a une façon facile de faire de l'argent, puis il y a une façon pas facile. La façon facile, je te garantis que c'est pas la bonne. Moi, ça m'a toujours résonné dans Ça dure pas. Ça dure pas. Mais j'ai des amis qui sont tombés des fois dans la vente de drogue, des fois des amis qui sont tombés dans les gangs, des gens que je connais, que j'ai retrouvés à Bordeaux quelques années plus tard où je donnais des conférences. Puis quand ils me disaient, mais c'est quoi le choix? Pourquoi tu t'es retrouvé là? Ou que je leur disais, pourquoi tu t'es retrouvé là? Ils me disaient, ouais, mais tu sais, je voulais du luxe, je voulais... Alors, c'est pareil. En lobbying, c'est la même chose. Il y a une façon difficile de faire les choses, puis il y a des façons simples. Puis il y a des clients, des fois, qui vont dire, non, moi, je veux prendre le raccourci. Il faut que tu sois capable de leur dire, hey, vas-y, man, prends-le, le raccourci. Donc, toi, tu fais des choix. Exactement. De ne pas représenter peut-être certaines causes ou de ne pas prendre le chemin facile. Et le mot qui me vient, c'est intégrité. Quand tu parlais de transparence, c'est ce qu'on a vu dans la situation à Saint-Cyr-Lavalin. Moi, je ne peux pas juger, je suis juste un citoyen. Je me suis dit, quelque part, il y a quelque chose qui ne passe pas mon test d'intégrité. Mais je ne connais pas la bonne réponse. Je ne la connais pas. Et je me suis posé des questions. Est-ce qu'une entreprise canadienne devrait, sur les marchés internationaux, jouer la game dans laquelle ça joue? Et c'est une grande question qu'on a à se poser parce que dans certains pays, c'est comme ça que ça joue. Et ce qu'on a vu, on parlait tantôt au Canada, on a vu ça à Montréal, dans la construction, dans les villes. Ça nous a beaucoup surpris. C'est parce que comme Québécois, il me semble qu'on est au-dessus de ça, mais l'appât du gain est toujours là. T'sais. Donc toi, est-ce que tu as toujours, parlons un peu plus personnel, tu parlais de Montréal-Nord, tes parents, est-ce que tu as toujours été comme ça ou à un moment donné, tu as eu un éveil de conscience, tu as dit, moi, j'ai choisi de faire des choses différentes? Je te dirais que chez nous, c'était très inné. Moi, je suis chilien d'origine. Mon père a vécu la dictature de Pinochet. Quand on est sorti du Chili en 85, j'avais 4 ans. Mon père est sorti parce que s'il restait en prison, il était condamné à mort. Il est sorti, il s'est évadé, il a payé pour s'évader. Il s'est évadé, il a dû payer pour s'évader, il a dû payer pour sortir du pays. Ça a été quelque chose de très complexe. Moi, j'avais 4 ans pour sortir avec mon père parce que mon père, les gens qui l'ont aidé à s'évader ont dit il n'y a personne qui va chercher un homme avec un enfant. Donc, sors avec ton fils et ta femme va sortir à part. On est sorti en Argentine. Comment tu veux ne pas faire les choses correctement quand ton père était prêt à mourir pour que tu sois libre? Et ça, moi, ça m'a toujours marqué. Puis, c'est pas de la bullshit. C'est du vrai, c'est du vécu. On est parti en France, on a passé 10 ans là-bas. Extraordinaire. J'ai appris mon français là-bas, ce qui fait que j'ai un accent bizarre, mais ça, c'est correct, je l'assume. Après ça, je retourne au Chili. C'est exotique. C'est exotique, exactement. Et après ça, je retourne au Chili. Puis, au Chili, les choses avaient changé politiquement, mais n'avait pas changé dans les mœurs. Alors, encore une fois, j'ai été confronté à ce clash de, oui, on est en démocratie, mais ultimement, la police venait au restaurant de mes parents, puis ils prenaient de la bouffe, puis ils ne payaient pas leur bill parce que c'était des policiers. Ou le maire de la ville qui commandait un lunch pour son party, puis qu'au moment de la facture, il disait, ben non, je suis maire. Alors, tu sais, tu te rends compte de ça. Tu arrives au Québec, puis tu t'attends pas à ce que ce soit autrement. Parce qu'au Québec, c'est le pays de la liberté d'expression, tout ça. J'ai commencé à faire de la politique parce que j'adore la politique. Parce que je veux changer le monde. J'ai vu des choses. J'ai dénoncé des choses. Et ça m'a amené à un moment donné à dire, ben, je vais quitter la politique. Parce que ça me ressemble plus. J'avais 26 ans. À 26 ans, j'ai quitté la politique, c'est le plus grand amour de ma vie. J'ai vécu un deuil d'à peu près 3 ans. J'avais l'impression d'avoir quitté la femme de ma vie. Mais j'ai jamais eu de regrets parce que mon but, c'était de changer le monde. Mon but, c'était de changer les choses. J'étais un peu rêveur. Je pense que c'est inné, puis ça vient de l'histoire de mon père. J'ai toujours dit à mon père, c'est lui qui m'a enseigné quand je travaillais au fédéral, de jamais être payé cash, par exemple. Je faisais des petits jobs, du monitoring, puis moi, mon père me disait non, quand on travaille en politique, on est payé par chèque. Des fois, les gens me disaient, ah, mais tu veux-tu? Non, par chèque. Mon papa, il m'a dit que c'était par chèque parce qu'il y a des preuves. Et si c'est par chèque, ça veut dire que c'est légal. Tu sais, il y a toujours eu cette conscience parce que mon père, malgré le fait de vivre ici, il avait cette incrédulité de dire la politique, ça peut être sale.
Alors, il voulait s'assurer que son fils ne tombe pas là-dedans. C'est intéressant. Alors, c'est venu de cette histoire-là. Tu Mais vois c'est- cette histoire-là. Non, mais merci. Et moi, j'aime beaucoup les histoires derrière les gens. Derrière le visage, il y a une histoire. Derrière le visage, derrière l'histoire, il y a la transformation. Moi, je crois pertinemment que les gens conscients, qui font les choses différentes, il y a eu de la souffrance, il y a eu des choix qui ont été faits. Et tu sais, ce que tu me parles, moi, ce qui vient en jeu avec tes parents, c'est les valeurs. Donc, les valeurs, on hérite ça de nos parents. On hérite certaines choses qui ne sont pas toujours agréables, parce que nous, on n'est pas, je ne sais pas si t'es parents, mais on n'est pas idéal comme parents tout le temps. Mais on hérite surtout des valeurs. Tu sais. Parle-moi de. Tu travailles dans une industrie où il y a beaucoup de préjugés, comme la politique. Hein, souvent, on regarde les politiciens, on n'est jamais trop sûr. Par contre, on n'a jamais fait le métier de politicien. Donc, on ne sait pas trop c'est quoi. C'est facile de juger comme on juge les hommes d'affaires. Quel est ton plus grand souhait pour l'industrie dans laquelle tu travailles? Qu'on soit tous transparents. Ouais. À un moment donné, les relations publiques, c'est des relations avec un public qui change, qui a des besoins, qui a des besoins de changement. Moi, je veux une industrie qui soit consciente de l'effet qu'elle a. Je veux travailler dans une industrie où on arrête de parler de concurrence, parce que dans le fond, il y a de la job pour tout le monde. On doit arrêter de chercher à manger un marché. Il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui taxent sur leurs valeurs pour attirer les gens. Puis moi, ça me plaît parce qu'ultimement, on va être obligé de les vivre, ces valeurs-là. Puis, moi, je crois que les entrepreneurs sont foncièrement des gens rêveurs qui veulent changer les choses. Alors, des fois, tu tombes un peu dans la patte du gain. Des fois, tu tombes dans des mauvaises habitudes. Puis des fois, moi-même, je veux dire, ça m'est arrivé de me poser la question, de dire, ce client-là, je le prends, je ne le prends pas. Mais quand tu files tes valeurs, quand tu vas vers les valeurs, tu retrouves toujours la bonne place. Moi, je pense que mon industrie, ce qu'elle a besoin, par exemple, c'est de mieux se vendre, c'est de mieux se faire connaître, c'est d'expliquer ce qu'elle fait mieux. Quand moi, je parle de réputation, j'ai eu la chance de passer quelques mois à l'école d'entrepreneurship de Beauce, de faire des réflexions là-dessus qui m'ont amené à dire aujourd'hui, ah oui, la réputation, c'est important, mais une réputation, c'est fragile. La réputation de notre industrie est fragile. Donc, je veux que les gens prennent conscience de ça. Puis, mon rôle, comme un des professionnels de cet univers-là, ben, c'est de m'assurer que mes clients soient conscients aussi de l'importance qu'on accorde à ça. C'est intéressant. Quand tu parles de réputation, on parlait d'intégrité aussi. Moi, ce que je vois, c'est important les valeurs, c'est important ce que tu écris sur le site web, mais ce qui est le plus important, c'est les gestes. Ce week-end, j'ai écrit une lettre au président de Starbucks mondial. J'ai dit, tu as 10 000 magasins. Malheureusement, dans tes magasins, je vois que tous les produits que tu utilises sont tous au déchet. J'ai dit, c'est pas ce que je vois sur ton site web, et ça ne fonctionne pas, ça passe pas mon test. Je n'ai pas eu de réponse encore, mais tu comprends, Tout à fait. c'est très facile pour une entreprise de dire, je fais ça. Moi, dans la situation de la SNC-Lavalin, je ne peux pas croire qu'on n'a pas formé des gens sur un code d'éthique. 100%. Mais de l'autre côté, les hauts dirigeants pour un contrat en Libye ont fait le contraire. C'est assez facile de perdre sa réputation, hein? C'est très facile. Une réputation, ça se construit dans plusieurs années, ça se détruit dans quelques secondes. Dans un geste. C'est un geste. Mais justement, c'est drôle ce que tu viens de dire parce que c'est pour ça qu'on existe. C'est pour ça que j'ai un job. Parce que les entreprises doivent comprendre cette chose si importante. Ce que tu dis, si c'est pas buggé par ce que tu fais, ça vaut rien. Ta réputation, elle est testée tous les jours par les gens qui te croisent dans la rue, par les gens qui voient ton logo, par les gens qui rentrent dans ton magasin. Alors toi, justement, tu l'as vécu, tu rentres chez Starbucks, tu vois leur site, tu dis, ah, c'est une compagnie verte, engagée. Tu rentres chez eux, tu dis, ouais, pas de compost, le recyclage est mal fait, tout finit au déchet. Puis la nourriture à la fin de la journée n'est pas traitée comme ça. Il n'y a rien d'innovant là-dedans. Alors, comment tu veux que ta réputation soit bonne? Ça va pas tes valeurs. Là, la réputation chez toi, la réputation de Starbucks a droppé de même. Ouais. Et pourtant, c'est des petits gestes qui sont assez simples à faire pour une compagnie de cette grosseur-là. Alors imagine maintenant quand ta réputation, c'est celle d'une petite entreprise au Québec, et que c'est si fragile, parce qu'il y en a plein qui te concurrencent, c'est encore pire, il faut que tu t'en occupes. Puis à ce moment-là, ben, moi souvent ce que je veux dire à mes clients, c'est OK, je veux dire ça. Parfait. Qu'est-ce que tu fais en arrière? Ah, mais je le fais pas, ben dis-le pas. Si tu le fais pas, dis-le pas. Si tu le fais pas, dis peut-être que tu veux le faire. Dis que tu vas le faire. Mais c'est comme avec des enfants. Si tu dis à un enfant que tu vas faire quelque chose, c'est mieux de le faire rapidement parce qu'il va s'en rappeler. Le public est pareil. Il va s'en rappeler. Ouais. Et chez SNC-Lavalin, moi, j'ai un peu la même vision que toi. Moi, j'ai vécu dans une dictature. Alors, imagine qu'une compagnie québécoise qui a des valeurs et qui s'en va à l'étranger alimenter une dictature, ça me donne le goût de vomir. Mais c'est un choix qu'ils ont fait. Ultimement, les actionnaires vivent aujourd'hui avec les conséquences. Puis c'est pour ça que quelque part, ben, quand on voit le scandale SNC-Lavalin au fédéral, ben, ce que M. Trudeau vit comme backlash de ce scandale-là, alors qu'honnêtement, ses intentions sont nobles, de sauver des emplois, on comprend ça, mais ultimement,
ben, lui, il vit le backlash, les actionnaires vivent le backlash, et moi, je pense qu'ils vont le vivre parce que tu ne peux pas éviter ce jugement du public. Tu peux essayer de t'en sortir pendant un certain temps, mais un jour ou l'autre, c'est le public qui décide. Le pouvoir est entre les mains des gens. Alors, il faut que tu respectes ça. Et surtout avec les médias sociaux, il y avait un président de Hewlett Packard, qui n'est plus là, ça fait plusieurs années, un homme de grande qualité qui avait travaillé dans des grandes firmes. Et un moment donné, il a perdu son emploi. Parce que le gars, il devait gagner 10 millions par année. Il a invité une personne qui était une consultante, qui semblait être son amante, et il a chargé le souper à la compagnie. Le conseil l'a licencié. Imagine, pour un souper qui a peut-être coûté 200 $. Donc, tu sais, les entreprises aujourd'hui sont vraiment sous la sellette, constamment sous la sellette, et il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien qui est gâché, puis il faut le dire comme public, on est de plus en plus sensible aussi. Hein. Peut-être que des fois, on les trouve aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui... Des fois, on accuse des gens très facilement, on les fait passer... le tribunal populaire est très dur. Les gens sont accusés et coupables en même temps, ben, si les gens ne réagissent pas et qu'ils ne parlent pas au public, ben oui, ça, tu vas être coupable. Qui ne dit rien consent, on dit. Alors, les gens, moi, je fais beaucoup de gestion de crise, je fais beaucoup d'analyse en gestion de crise, puisque je dis à mes clients, c'est regardez, on va sortir, on va rétablir les faits. Si vous ne savez pas, dites je ne sais pas. Si c'est oui, dites c'est oui. Si vous ne pouvez pas dire la vérité à ce moment-ci pour des raisons juridiques, dites-le. Je ne peux pas vous dire les choses à ce moment-ci pour des raisons juridiques. Mais la transparence, là, je veux dire, moi, si un jour tout le monde est transparent et comprend qu'il faut que les bottines suivent les babines, ben je prends ma retraite. Parce que j'aurais plus de job. Non, mais je pense que t'en as pas longtemps. Mais ce que j'entends, Victor, c'est le mot authenticité. Donc, de dire, je ne sais pas, c'est une vérité. Pour l'instant, c'est ma vérité. Et quand je saurai, je vais vous le dire. Une autre crise qu'il y a eu, c'est BP avec le scandale de pétrole aux États-Unis. La personne qui était anglais, il n'y avait pas un bon conseiller comme toi. Il dit, mais moi, je suis tanné, j'aimerais être sur mon bateau. T'sais. Alors qu'il y a plein, mais imagine, il a perdu son emploi. Donc, on peut mal conseiller, on peut dire des conneries. C'est assez facile de se mettre les pieds dans les plats. Pourtant, c'est des gens de grande envergure, un président d'entreprise qui va dire des choses comme ça. Ou je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait une crise du verglas, tu étais trop jeune, je ne sais pas quel âge que tu as, mais le président de Québec était à la télé tous les jours, là, parce qu'on a perdu l'électricité pendant 3 semaines. Ouais. Et l'important, c'était de dire, voici où je suis. Et les gens avaient confiance. C'était M. Caillé, je pense, dans le temps. Tout à fait. Les gens avaient confiance, ils se levaient tous les jours, voici ce qui se passe. Donc, parle-moi un peu de cette vérité-là, cette quête de la vérité, de l'intégrité. Comment ça se traduit dans ta vie de tous les jours? Ben, je pense que c'est un challenge quotidien. On travaille dans un domaine où le paraître est très important. En même temps, moi, c'est ma famille qui me ramène à tout. Je suis dans ma famille, je te raconte l'histoire de mon père, j'ai 2 petits-enfants, un petit garçon de 1 mois qui vient de naître, un gars de 3 ans. Alors, je dors plus, mais je suis très heureux. mais justement, je pense que dans cette quête-là, on apprend tous les jours. On apprend à se connaître, on apprend à se tester, on apprend à se challenger. D'où le plaisir que j'ai eu à discuter avec toi sur Facebook, de voir quelqu'un qui écrivait, je pense que ton domaine, c'est un domaine de pourri, quelque part, ça voulait un peu dire ça. Mais je sentais aussi qu'en arrière de ça, il y avait pour moi l'occasion de parler aux gens qui étaient sur ta page. Alors, je me suis dit, on va aller discuter parce que c'est pas le seul à penser ça. Alors, c'est une quête, parce que des fois, moi aussi, je peux me perdre. Et j'ai une femme qui me ramène, une mère qui me ramène, et des gens qui me ramènent. Puis j'aimerais qu'on me ramène aussi. Des fois, on va me ramener, un client va me ramener. Je pense que la perfection n'existe pas. Puis je reviens par exemple. Si tu as des valeurs qui sont ancrées, puis pour toi, suivre tes valeurs, c'est le plus important, tu vas te retrouver. Mais tu vas te perdre. Puis à la maison, c'est pas toujours facile. Puis avec la famille, c'est pas toujours facile. J'ai une femme extraordinaire que j'adore, mais qui a un caractère comme le mien. Puis moi, j'aime les femmes de caractère, mais des fois, ça clash. Même des fois là-dessus, je suis comme, prends conscience que tu dois ma femme est comme moi aussi, on a beaucoup de caractère. Et voilà, et c'est correct, mais ça fait une vie trépidante. Mais non, je pense que c'est un plaisir aussi, tu sais. Tu sais, le jour où tu n'as plus de plaisir à faire ce que tu fais, tu le fais pas. Mais la vie, c'est la même chose. Alors, c'est pas toujours facile. Puis tu vois, quand j'étais en politique, des fois, je trouvais ça difficile de voir des choses et de me dire, ouais, ça ne fit pas avec mes valeurs. Mais à ce moment-ci, si j'en parle, c'est la ligne du parti. Ben, je détruis tout. Puis ça m'est arrivé, j'étais au municipal, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode Vision Montréal, Louise Arel, Benoît Bonté dans les années 2009. On avait eu une grosse crise parce que Benoît Bonté avait eu des liens avec Tony Curso à l'époque. Moi, j'étais dans ce parti-là.
Et j'avais fait promettre à Benoît qu'il n'y avait jamais eu de lien, il m'a menti lui-même. Et là, je me retrouve dans ce parti-là, mais ma mère était candidate à Montréal-Nord. J'aurais aimé pouvoir dire je m'en vais. Ça me ressemble pas, c'est pas mes valeurs, je m'en vais. Mais j'avais impliqué ma mère là-dedans. Et là, ma mère est candidate à Montréal-Nord, elle a mis son temps, elle a mis de l'argent, elle a mis du financement. Je peux pas la laisser tomber. Alors, tu vois comment des fois tu es confronté à tes valeurs, mais tes valeurs te disent de rester et en même temps elles te disent de partir. Alors ça, c'est des moments où c'est difficile. Par chance, elle n'a pas été élue, donc au bout de la ligne, ça s'est réglé par soi-même. Mais on est tout le temps confronté à ça. Dès qu'on se tient pour des grandes choses, nous, on est constamment confronté. Et les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les politiciens, tout le monde est confronté parce que la société dans laquelle on vit, selon moi, le niveau d'intégrité est très moyen en général. Et c'est pour ça qu'on a souvent des gens qui font de la promotion, le marketing ou les relations publiques. On a une image, on dit, mais c'est parce qu'on s'est tellement fait mentir. Donc, c'est le fun de rencontrer un relationniste conscient. Je suis vraiment content de t'avoir rencontré, d'avoir démystifié le métier. Moi, je ne connais pas ce métier-là. C'est un métier totalement différent de ce que j'ai fait. Et de voir qu'il y a de l'espoir. On peut faire les choses de façon saine, consciente. Et avec les défis qui viennent avec. Mais je sens que tu as un franc-parler aussi. Donc, tu dois être assez direct avec tes clients. Ça marche. Pour les biens conseillés. Ça marche. Merci pour l'invitation parce que c'est le fun de pouvoir parler de cette façon-là. Ouais. Merci pour l'opportunité de faire connaître ce domaine de cette façon. Merci et bon succès. Et j'espère que tu vas récupérer tes nuits de sommeil. Ça va bien. Merci. Merci à toi.